Pourquoi cet atelier, le cabinet du futur? Il nous a paru bon de réfléchir à tout ça parce qu'en regardant, en travaillant un petit peu cet atelier, il y a quelques dates qui peuvent nous paraître lointaines, mais en même temps très proches. Donc simplement pour planter le décor, je voudrais évoquer donc quelques dates. Alors pour certains, ça leur rappellera peut-être des souvenirs, pour d'autres, ça va être un peu la préhistoire, mais voilà, c'est le public mixé. 1976, il y a 38 ans, premier ordinateur individuel. 38 ans, c'est pas si vieux que ça. 77, ça c'est pour les connaisseurs, le premier Apple II, couleur. 1982, le premier ordinateur portable. Certains disent transportable, parce qu'à l'époque, je pense qu'il devait falloir une brouette pour transporter l'ordinateur. Donc 82, ça fait 32 ans. 1996, c'est Internet grand public. Internet existait un petit peu avant, était réservé vraiment pour des spécialistes. L'Internet ouvert au grand public, c'est 96. 1996, ça fait 18 ans. Ça fait donc moins de 20 ans. Et là, on essaye de se projeter un petit peu pour se dire dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera? C'est-à-dire qu'en 94 ou 95, Internet n'existait pas. Quand c'est arrivé, on allait sur les sites de France 2, TF1 pour voir, et tout ça était très drôle, mais on ne voyait pas les implications que ça pourrait avoir donc, sur nos différents métiers. 2004, Mark Zuckerberg, pour les connaisseurs, qui a créé Facebook à l'université. Facebook a été ouvert en 2006 au grand public. 2006. On est en 2014. 8 ans. Et aujourd'hui, pour les jeunes, Facebook, c'est quasiment dans leur ADN. Et encore, quand on dit Facebook, certains jeunes nous disent c'est dépassé ton truc là, il y a autre chose maintenant. Bon. 2007, premier iPhone. Donc première génération des smartphones. 2007, il y a 7 ans. Les smartphones. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. Notre profession avec ExpertPass va nous imposer d'avoir des smartphones. Pour ceux qui ont encore des téléphones à touche, il va falloir qu'ils y passent quand il faudra voter, puisqu'on va voter avec ExpertPass. 2010. 2010, la première tablette. Ça fait 4 ans. 4 ans les tablettes. Vous avez tous, a priori, je pense, une tablette. Une petite, une grande, une pomme ou pas une pomme. Vous avez tous une tablette, ça fait 4 ans. 4 ans, c'est vraiment light. On voit que l'évolution va à une vitesse qui nous impressionne. Voilà, ça c'était les quelques temps forts qui nous permettent de réfléchir et de nous dire, notamment les jeunes qui n'ont pas connu forcément autre chose, se dire il y avait une autre époque, c'était très différent. Et pour les plus anciens, de se dire finalement, oui, les choses vont vite, et il va encore se passer donc beaucoup de choses. Je te propose de présenter le plan. Oui, donc on a 2 heures pour partager cet atelier ensemble. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une participation de tout le monde, donc à la fois les étudiants de l'IAE, de l'annexe, des chefs d'entreprise, des confrères de métropole, des informaticiens. Donc on a quand même imaginé un petit déroulé malgré tout pour organiser tout ça. Donc trois vagues, 3 parties. Une première approche très marketing sur la demande. Alors c'est vrai qu'en 2 heures, on ne peut pas balayer tous les sujets. Donc on ne parlera pas de déréglementation. Il y a un certain nombre de sujets qu'on a volontairement écartés pour se concentrer sur nos clients, les attentes actuelles et notamment les attentes non satisfaites par nos cabinets, l'évolution de ces dernières années dans leurs demandes, les tendances en Afrique du Sud, en métropole et les tendances à La Réunion, bien sûr. Donc ça, c'est voilà, une première partie sur la demande. Après, on ira du côté de l'offre, de nos moyens de production qui ont été bouleversés, Rémi vient d'en parler. Donc, on parlera de révolution effectivement numérique. Bon, c'est une évolution permanente. On aura l'occasion de parler de pratiques innovantes qui sont déjà d'actualité. Et puis on fera un peu de prospective pour l'avenir et on fera un focus sur les facteurs clés de réussite et notamment sur la partie management et RH. Donc voilà en gros le déroulé de cet atelier avec beaucoup d'échanges. L'objectif c'est d'échanger ensemble, tous ensemble. Et puis voilà, donc on a plusieurs intervenants dans cet atelier. Donc Rakesh Kendo, qui est donc un confrère d'Afrique du Sud, qui viendra donc partager avec nous les évolutions de son marché, les évolutions de l'attente de ses clients et ses contraintes. On aura également Philippe Prévost, qui est donc consultant en informatique, que de nombreuses personnes connaissent ici, puisqu'il est
Il est là depuis une vingtaine d'années. Donc il a la particularité à la fois d'intervenir dans nos cabinets et surtout d'intervenir chez nos clients. Et donc il a ce regard assez objectif sur ce qu'on est en train de, ce que les cabinets font à La Réunion, ce qu'ils ne font pas, et les attentes de nos clients. Ensuite, nous avons donc Hervé Granet, 48 ans, préside le cabinet Axins, installé à Saint-Étienne et à Lyon. Tu nous parleras notamment de ton développement de Lyon, qui est assez atypique et qui, à titre personnel, me fait rêver. Qui est ancien élu du CRO Rhône-Alpes, qui contient 2000 confrères, qui représente 2000 confrères. 8 associés, 80 collaborateurs, un chiffre d'affaires significatif, 80% expertise, 20% audit, cabinet généraliste structuré en pôle de compétences. Et nous aurons la société Silicon Village qui sera représentée, qui sera notre témoin entreprise du jour, représentée par M. Chanty Merali-Balou, PDG, et par M. Rémi Voluet, directeur associé de Silicon Village. Donc Silicon Village, vous accompagnez donc les entreprises dans leur développement web au sens le plus large possible. Donc on peut dire que vous êtes vous déjà dans le monde de demain. Donc il commence à nous faire rêver, on va essayer de se projeter après dans le monde d'après-demain. Donc on a également voulu laisser la place aux jeunes dans cet atelier. Donc on s'est entouré de jeunes de l'IAE qui nous présenteront une vidéo en 2 temps sur l'image de l'expert comptable aujourd'hui et l'expert comptable de demain, et également l'annexe qui a fait une remarquable enquête auprès elle nous expliquera, d'une centaine d'étudiants. Et elle nous présentera ses principales conclusions. Donc on va commencer par une petite vidéo qu'on a récupérée du Conseil Sup pour planter un petit peu le décor sur les attentes de nos clients. Ceux qui étaient au congrès l'ont certainement vu, ça fait toujours du bien de la revoir. À ceux qui n'étaient pas au congrès, ça vous donne une petite idée de ce qu'il pouvait y avoir. Mon expert comptable, je l'ai depuis 60 ans et j'en suis très contente, bien entendu. On a une conversation au-delà des chiffres qui permet vraiment de sentir la bonne santé de l'entreprise. On se voit 2 fois par an, mais bon, à partir du moment où on a mis en place plusieurs contrôles, où on se parle par mail, ça pose pas de problème. Si je devais comparer la relation de mon expert comptable, je pourrais parler de mon banquier, mais aussi de mon médecin en fait. Quand on n'est pas content de son expert comptable, on en change. Si on devait quitter le cabinet comptable, ce serait certainement par manque de proximité et de contact avec lui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en plus? Peut-être de venir nous voir un peu dans nos murs, hein, voir un petit peu la réalité, parce que les chiffres c'est bien, mais de voir un petit peu la réalité, comment ça se passe sur site, ça serait pas mal. On a passé, je crois, 8 ans avec eux, on ne les a pratiquement jamais vus. Il n'y a pas cette contact physique, quoi. Est-ce qu'il nous suit bien? Non, c'est la question. On pense que oui, mais est-ce qu'on en est sûr? Non, pas tout le temps. Pour le bilan, on a fait un tout petit commentaire et qui suffit pas. Je pourrais demander plus de conseils, c'est vrai, mais elle m'en donne pas. Si je lui demande pas, elle va pas me le dire, quoi. Voilà, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer dans le droit chemin, de gagner peut-être un petit peu plus d'argent, d'en économiser? On a peut-être plus besoin aujourd'hui de social, d'aide sur la partie sociale. Par rapport aux avocats, les textes de loi, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit et compagnie, ça c'est surtout ça à ce niveau-là, quoi. Diminuer son prix peut-être? Parce que sur certaines choses, ça y va. C'est pas donné, voilà, on va dire, bon, ça a leur juste valeur, bien sûr, hein, pour eux, je suppose. Hein. C'est toujours trop cher, mais c'est très bien, donc en même temps, ils font quand même des choses, ils sont indispensables en même temps. Ce que j'attends de mon expert comptable, eh bien, si vous voulez, comme tout le monde, qu'il soit performant. Que j'ai le moins de soucis possible. Et on paye un comptable, en général, c'est pour ça, hein, c'est pour pas avoir de problème. Ce qu'on attend d'un expert comptable, je pense, c'est avant tout donner du conseil en matière d'investissement, de gestion, tableau de bord, suivi de gestion, etc. Analyse des coûts et toute la réglementation fiscale en cours, sociale en cours. Voilà, c'est plus du conseil et de l'analyse en fait. La proximité et le fait d'être disponible quand j'ai besoin rapidement d'avoir une information. C'est aussi aux experts comptables de choisir leur clientèle. Un expert comptable qui pense qu'il ne pourra pas être disponible pour des petites sociétés, soit doit être bien entouré avec des collaboratrices, soit ne pas prendre. Soyez réactifs et répondez aux attentes de vos clients. Je pense qu'il y a la comptabilité dans le temps où ça se limitait juste à saisir de l'écriture et à se mettre grosso modo en réglementation avec le côté fiscal des choses. Pour moi, c'est un petit peu révolu, surtout avec les moyens informatiques qui existent aujourd'hui. C'est 16 ans que je suis en France, 10 ans d'expérience avec un comptable et c'était la merde.
je peux dire que c'était pas bien. On n'était pas bien suivi, il n'a pas suivi les appels téléphoniques. Et maintenant, on a changé, on voit qu'il peut faire plein de choses pour nous. On est assez contents parce que ça nous fait passer notre business à l'autre vitesse. Bon, on s'est tous plus ou moins reconnus dans cette vidéo. Donc, je passe tout de suite la parole à Philippe pour qu'il nous parle de son expérience, notamment donc, de nos clients et donc des attentes qu'on n'arrive pas à satisfaire encore aujourd'hui à La Réunion et des tendances de nos clients. Bonjour à tous. La vidéo, je pense, elle est représentative de ce que pensent les clients. Le principal reproche qui est fait aux experts comptables, c'est de ne le voir qu'une fois par an après le bilan et de ne pas avoir non plus de conseils. Hein. Ça, c'est le constat qui est fait par les clients. Alors, pas tous, hein, je vous rassure, heureusement. Mais c'est le reproche qui vient le plus souvent. Voilà. Il y a un manque d'écoute aussi, de besoin des clients. Comme le disait une dame tout à l'heure, le fait de ne pas aller dans l'entreprise et de voir ce qui se passe vraiment. Pour ma part, savoir par exemple quel logiciel de gestion utilise le client. Hein, j'ai parfois des experts comptables qui me disent je ne sais pas si le client il a un logiciel de facturation ou de gestion de stock, etc. Ce qui me paraît un peu dommage, quoi. Voilà. Et sur les nouvelles attentes des clients à La Réunion, tu nous as parlé de mise en place de tableaux de bord. Oui, alors de plus en plus, ils veulent avoir une visibilité qu'ils n'ont pas. Hein. Ils ont actuellement une visibilité, pour la plupart, après coup, c'est-à-dire 4 mois après ou 5 mois après la clôture du bilan, et ils aimeraient savoir où ils en sont, soit tous les mois, soit tous les 3 mois, avoir une idée, même si c'est pas une idée complètement exacte, mais une idée de la situation et savoir s'ils gagnent de l'argent, si ils doivent réduire leurs dépenses ou pas. Voilà. Chantier Merali Balou, en tant que professionnel de l'économie numérique, vous avez les 2 pieds dedans et 2 mains dedans, j'imagine, et la tête, un petit peu, certainement. Vous avez également un expert comptable, donc vous nous connaissez. Vous avez une formation chiffres, contrôle de gestion, si j'ai bien compris. Donc on parle un peu le même langage. Quelles sont vos attentes, à vous, d'un expert comptable? Et quelles sont les attentes que vous auriez aujourd'hui en tant que chef d'entreprise auxquelles votre expert comptable ne répond pas? Merci. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Amato et puis Monsieur Burel de nous avoir invités et puis de porter la voix des jeunes entreprises. Effectivement, nous sommes une petite entreprise, nous avons moins de 10 salariés, nous travaillons dans le web et j'ai une formation de contrôleur de gestion. Si on regarde tout ce que je viens de vous dire, en fait, j'ai quasiment toutes les tares. C'est-à-dire que de ma propre expérience, je parlais, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Comme je suis une petite entreprise, je passe derrière les autres. C'est-à-dire que des fois, il y a des grosses entreprises qui sont là devant moi, et quand je demande quelque chose à mon expert comptable, j'attends certains temps. Parce que probablement il a d'autres clients à gérer avant moi. Comme je suis contrôleur de gestion et que je travaille dans un domaine très particulier, notre entreprise, elle est jeune entreprise innovante. Sauf que mon comptable, il sait pas exactement ce que ça veut dire. Nous immobilisons des choses en R&D. C'est compliqué de lui expliquer ce que c'est que cette immobilisation en R&D pour lequel nous avons eu des financements FEDER, pour lequel nous demandons des contrats du CICE, de l'innovation, de la recherche. On est vraiment en demande de toutes ces choses-là, mais finalement, notre comptable réunionnais, et j'ai une petite expérience en métropole et ça s'est pas vraiment passé de la même manière. Mon expert comptable réunionnais n'est pas vraiment capable de répondre à toutes ces problématiques-là. J'ajouterai derrière qu'en plus on est une entreprise qui avons réussi à lever des fonds, qui avons des partenaires particuliers, et tout cela fait que ça devient très complexe de discuter avec lui.
finalement, si j'avais une réelle reproche à lui faire, c'est que en tant que spécialiste du web, et moi je fais partie de cette jeune vague de chefs d'entreprise, j'ai 33 ans, je suis né quasiment avec Internet, et aujourd'hui, tout ce que je demanderais à mon comptable, c'est d'avoir une interface, un back-office dans lequel je pourrais envoyer des choses que lui pourrait me renvoyer, sur lesquelles nous pourrions communiquer, me donner des informations nécessaires à mon business, à mes développements. Et je dirais même, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un petit gars dans le sud qui m'a proposé quelque chose, et quelque chose de révolutionnaire. Il m'a proposé le chat. Le mail, c'est déjà du passé pour toi. Le mail, c'est du passé. Quand j'envoie un mail à mon expert comptable, il met 3 jours à me répondre. Eh oui, parce qu'il a probablement plein de choses à faire. Quand j'envoie un chat, c'est tout de suite et j'ai besoin d'une petite réponse rapidement. Ça dure 10 minutes, je sais qu'il est connecté, il répond à ma demande, c'est terminé, je passe au suivant. Sinon, et vous le savez tous, le temps de cerveau que cela me mobilise de réfléchir à la question et de ne pas connaître la réponse, j'ai besoin que la chose soit réglée. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que vous soyez conscients que la jeunesse est en train de grandir et nous sommes les futurs chefs d'entreprise. Les gens, et je vais vous donner un petit exemple pour finir là-dessus parce que le temps est compté. Quand on voit nos clients, on a parlé, vous connaissez tous Le Bon Coin. D'accord ? Le Bon Coin. Avant, il y a 2 ans, quand on voulait mettre des petites annonces à La Réunion, on allait chez Clickanou. Clickanou, il a pas vu Le Bon Coin arriver. Il est mort. Attention, les choses vont très vite, surtout à partir du moment où on met l'informatique et le web. Il y a des startups aujourd'hui qui existent et qui sont capables de faire votre boulot. On a toujours besoin du tampon, sauf que ils sont capables de faire votre boulot et ils ont levé des millions, hein. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe ailleurs parce que c'est ce qui va nous permettre de grandir et d'être efficaces tous ensemble. Merci. Merci. Le décor est planté, hein. Je vois que c'est bien. Les sourires commencent à s'effacer, mais c'était prévu, vous inquiétez pas. Bon, mais c'est vrai que tout s'accélère quand on parle le mail est dépassé, oui, c'est-à-dire que quand on envoie un mail, on attend une réponse dans les 10 minutes, et encore 10 minutes parfois c'est un peu tard. C'est une révolution psychologique, c'est un bien, c'est un mal, peu importe. Chacun l'appréhende avec sa propre sensibilité. Certains répondent dans la minute, d'autres par principe répondent avec un certain délai, voilà, pour fixer aussi des bornes, mais c'est un vrai débat et je pense que c'est un vrai débat de société. Hervé, donc ton cabinet est installé donc à Saint-Étienne. Est-ce que par hasard, il y aurait des attentes peut-être différentes des clients de métropole, des attentes nouvelles, des choses que tu sens, des attentes non satisfaites? Quel est ton avis? Monsieur a tout dit, il n'y a plus rien à dire. Non, bien sûr qu'il y a des attentes non satisfaites. On s'aperçoit que quand on étudie un petit peu les entreprises, leurs attentes, on s'aperçoit que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elles venaient chercher une réponse à des contraintes quand elles sollicitaient un expert comptable. Et aujourd'hui, les gens viennent chercher un service. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu muter sur cet aspect des choses. Dernière enquête du Conseil supérieur sur l'approche métier, on voit bien qu'il y a une séparation assez forte entre la compétence du cabinet et les attentes des entreprises. 2-3 exemples. Les entreprises sont en attente, les toutes petites sont en attente de conseillers en informatique, elles sont en attente de conseillers en gestion de trésorerie, elles sont en attente de mieux gérer leur patrimoine, elles sont en attente de conseils juridiques. Donc ça, c'est les attentes des clients. Et nous, de l'autre côté, on est bon en fiscalité, on est bon en tenue comptable, et on a un petit peu une problématique entre l'offre et la demande, sans parler de l'aspect de gestion. C'est-à-dire que nous, on peut leur donner des informations de gestion, mais ce que les clients attendent, c'est comment mieux gérer leur entreprise, quelle que soit leur taille. Donc on voit, enfin je veux dire, en métropole ou sur les études des chefs d'entreprise, on voit qu'il y a une similitude entre ce qui se passe à La Réunion et ce qui se passe ailleurs. Hein. Et tu nous précisais que le client d'aujourd'hui privilégie l'information régulière plutôt qu'une information, et non pas forcément très précise, à une information annuelle qui serait très précise. Oui, on l'a vu dans la vidéo, on est connu et reconnu pour produire une information de qualité, mais avec quelques mois, voire même une année
Hein, quand on produit les comptes en avril 2015, bon, depuis janvier-février 2014, il s'est passé quelques mois, donc, mais ça c'est notre job, c'est la contrainte du départ. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les gens sont en attente d'informations. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que le client est en attente d'informations, mais pas forcément précises, mais ce qui l'intéresse, c'est une tendance, et c'est surtout une appréciation de sa performance. Et là, on a des difficultés à produire une information de performance. Nous, au cabinet, depuis 2 ans, et aussi surtout depuis 1 an, depuis que des outils peuvent se mettre sur les smartphones et les tablettes, on donne des indicateurs, qui ne sont pas forcément des tableaux de bord, mais on donne des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs flash, des indicateurs de gestion, qui sont à la fois quantitatif évidemment sur le chiffre d'affaires, la masse salariale, et puis surtout sur des informations de gestion qui sont propres aux clients. Ça peut être soit des coups de téléphone reçus, soit des nombres de chambres vendues, soit des nombres de taux d'occupation d'un terrain de sport, soit des devis qui sont réalisés et transformés, soit ce sont des ventes de voitures qui sont réalisées. Donc quelque part, ça c'est une vraie indication, c'est un indicateur métier. C'est pas un indicateur comptable, c'est un indicateur métier. Et le fait que ça passe par le cabinet, finalement, ça dynamise, ça sécurise. Et surtout, ce que le chef d'entreprise est en droit d'attendre, c'est un conseil sur sa performance. Que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Est-ce qu'on lui remonte le moral, puisqu'on est là pour lui remonter le moral, pour l'accompagner. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui, dans leur ADN, ont la précision, pour pas dire l'ultime précision. On est à l'euro, on va chercher les charges constatées d'avance sur la facture France Télécom de 42 €. Et derrière ça, on a des clients tels que Chanty qui attendent un retour immédiat. Et nos collaborateurs sont capables de faire ce retour immédiat. Sauf que appuyer sur le bouton sans avoir épluché les factures Orange, SFR, l'assurance de la voiture, l'assurance du photocopieur, ils osent pas. Et donc passe 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, effectivement le client comprend plus. Voilà. Donc on a vraiment une évolution, pour pas dire une révolution aussi de nos collaborateurs qui sont dans l'ultime précision. Et je pense qu'on le vit tous. Enfin moi à titre personnel, je le vis. C'est un combat du quotidien. Et derrière, on a des clients, de plus en plus de clients comme monsieur, qui veulent tout de suite, à juste titre. Comme nous d'ailleurs. Nous, quand on a un problème quelque part, on appelle notre ami Philippe Prévost quand on a un petit problème informatique et on veut qu'il réponde dans la minute. Donc ce que nos clients nous demandent, c'est ce que nous on demande à nos partenaires et nos prestataires. On est exactement pareil, sauf que voilà, faut qu'on se le transpose également à nous. Alors c'est assez schizophrénique, hein, c'est-à-dire qu'il est difficile d'avoir été formé sur de l'exhaustivité, sur des bulletins de salaire justes, des charges sociales justes, un impôt sur le revenu juste, précis, d'établi en temps et en heure, ça c'est ce qu'on appelle la contrainte, et puis avoir une approche plus soft, plus de gestion, plus de conseils, où là finalement on va essayer de parler la même langue. Mais c'est assez schizophrénique. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le cabinet, c'est la même personne qui fait les deux? Je pose la question, je vous laisse y répondre. Ça me paraît très 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 compliqué ça. Donc forcément, il faut distinguer un petit peu les deux choses. Pour répondre à la vidéo, à un moment donné d'un intervenant, là, d'un client, d'un de nos clients, que j'ai en magasin, hein, faut pas se leurrer, j'ai les mêmes, hein, c'est de dire, je le vois qu'une fois par an. Alors s'il voit Hervé Granet qu'une fois par an, oui, pourquoi pas. Mais la problématique, c'est le cabinet, finalement. Il faut qu'il ait la visite ou une relation avec le cabinet, avec soit son conseil, soit ses consultants, soit tout ce qu'on veut dans le cabinet, de façon extrêmement régulière. Il faut qu'on inverse la gestion de l'agenda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'agenda, souvent, de l'expert comptable qui gère le rendez-vous client. Okay, et il faut inverser cette tendance, il faut se mettre dans l'agenda client. Je reprends mon exemple du 30 avril, hein, ou du 15 avril, ou on va dire du 15 février au 15 avril, où on va donner les comptes. On va les donner les comptes parce que je finis les comptes et je les produis et je lui les présente. Mais le client, il n'est pas là. Lui, c'est depuis septembre, octobre, novembre qu'il se projette sur 2015. Donc c'est à ce moment-là qu'il veut son budget prévisionnel, qu'il a eu déjà sa tendance sur 2014, et c'est là qu'il va réfléchir à son investissement. Le bilan va simplement être un outil pour aller chercher du financement, pour aller chercher du CIR, pour aller chercher tout un tas de choses. Donc essayons d'avoir ce réflexe qui est compliqué, mais là encore, est-ce qu'une seule personne peut faire tout ça au cabinet? Je suis convaincu que non. Mais par contre, il faut qu'à un moment donné, il y en a un qui se mette au service de l'autre. Et essayons de regarder le différentiel de tenue d'agenda surtout. Une intervention, pas de souci, c'est l'échange. On aille trop loin, je voudrais contrecarrer un peu tout ce qui se dit. Si je devais donner des points, vous auriez 10 sur 10, monsieur.
que vous avez dit, c'est vrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie du groupe Exco, donc on a une centaine d'implantations en métropole et je m'y rends assez souvent, on en discute. Et depuis toujours, je vois, c'est ce qui a été dit, que la problématique qui existe à La Réunion, c'est la même en France. C'est exactement pareil. À savoir que tous nos clients nous reprochent de ne pas faire de conseils, mais j'en arrive à la conclusion que personne ne veut me payer les conseils. Et ça, c'est aussi un problème. D'accord ? Monsieur qui n'est pas satisfait, vous pourriez venir chez moi. Ouais. Je serai, je pense, un peu plus cher. Mais je pense aussi que je ne serai pas meilleur, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas qui fait votre comptabilité. Je ne pense pas que je sois meilleur, parce que je pense que tous les experts comptables sont experts comptables, donc ils sont à un niveau comparable. Certes, il y a certains qui ont un peu plus de bouteilles, peut-être, mais ça va à peu près dans le même sens. Aujourd'hui, effectivement, je crois que la donne est de partir sur des conseils. J'ai essayé, vous parliez d'indicateurs flash et compagnie, je suis en train d'essayer de les mettre en place. Mais avant ça, il y a déjà 1 an ou 2, j'ai commencé à le faire. Et je me suis dit, je vais quand même me faire payer. Et comme je sais que les gens ne veulent pas payer, je me suis dit, il faut trouver un compromis. J'ai demandé 50 € par an aux clients. C'est 3 fois rien. Je leur ai dit, voilà, on va vous mettre en place des conseils toute l'année. Vous me payez un forfait de 50 € de plus que ce que vous payez en comptabilité, etc. J'ai un client qui m'a dit oui, et quand il est venu signer, il m'a dit non. D'accord ? Donc, c'est bien déjà tout ça, c'est bien de vouloir le faire, mais je crois que ça sera compliqué. Et vous aviez eu vos 10 sur 10, parce qu'effectivement, je suis en train de faire actuellement ce que vous dites, c'est-à-dire de faire des niveaux de gens qui vont faire la comptabilité que je considère aujourd'hui comme un sous-produit, qui sera fait rapidement, pour pouvoir faire avec un deuxième niveau, parce que les mêmes personnes ne peuvent pas effectivement le faire, avec un deuxième niveau de compétence, c'est des gens qui vont intervenir avec les indicateurs flash, avec le bilan imagé, avec les prévisionnels, etc. Mais malheureusement, je crois que je risque de le faire gratuitement parce que personne n'en voudra si je fais payer. Et c'est là un peu la problématique. Je vais finir par une petite anecdote rapidement. Un jour, un médecin vient et il me dit, est-ce qu'il faudrait que j'achète une voiture, je fais un leasing ou bien je l'achète avec un emprunt? Alors je dis, dans la mesure où vous ne payez pas de TVA en plus, il vaut mieux peut-être faire l'emprunt. En leasing, vous aurez déjà de la TVA en plus que vous ne pouvez pas déduire. Eh bien oui, mais il va falloir me conseiller, etc. La voiture, je l'ai déjà achetée depuis 2 mois. Bon, j'ai fait celui qui n'entendait pas. Et quand il est parti, je dis au revoir après son bilan, on a discuté. Je dis, tu aurais pu me donner des médicaments, la semaine dernière j'avais une grippe, c'est pas possible. Il me dit, oui, mais il fallait venir me voir. Ben, je dis, ben vous aussi, il fallait venir me voir pour votre voiture. Chers confrères, merci de cet éclairage. Évidemment qu'il faut traduire ça en sonnant et trébuchant, parce que notre job, c'est de facturer, c'est de vendre, c'est de faire du service, hein, comme chaque entreprise, évidemment. Et la grosse difficulté que nous avons, mais on le verra dans la deuxième et surtout dans la troisième partie, c'est de mettre en valeur ce que l'on sait faire. C'est tout simple. Aujourd'hui, on vend très cher un sous-produit, comme vous l'avez évoqué, on le vend très cher, et on ne valorise pas ce qui, aux yeux du client, a beaucoup de valeur. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ok, donc on part en Afrique du Sud pour essayer de partager avec Rakesh les attentes de ses clients, du marché d'Afrique du Sud. Donc ce marché-là est dans une problématique complètement à l'opposé d'une autre, puisque en fait c'est plutôt un marché qui se réglemente. Donc ils sont dans une phase de réglementation. Donc c'était voilà, cette introduction que je voulais vous préciser. Donc Rakesh, quelles sont les nouvelles demandes de tes clients et quelles sont les tendances du marché en Afrique du Sud? First of all, thank you for inviting me for this workshop.
And listening to these gentlemen here, we seem to have similar problems in South Africa, where the client wants to get hold of the auditors or accountants, and we basically need to make ourselves more accessible to them. Donc d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Il s'avère que nous avons des problèmes très similaires en Afrique du Sud que vous en France. Cette problématique de que le client souhaite avoir un meilleur contact avec son comptable. We have seen this need, and we try to make ourselves available as much as possible. We have normally 2 partners on a job, and we are always therefore contactable. We try to respond to all emails and all queries as timelessly as possible. Oui, nous avons ce besoin. Nous essayons d'être le plus disponible que possible. Nous essayons de mettre 2 partenaires par client, qui fait qu'on essaie de répondre à chaque email le plus rapidement possible. With regards to the trends in South Africa, South Africa is unique in that we have something called a broad-based Black Economic Empowerment, which is BBEE. En ce qui concerne les tendances en Afrique du Sud, nous avons une situation assez unique qui s'appelle le BBBEE. C'est un système où les personnes de couleur en Afrique du Sud, ça encourage ces entreprises à utiliser, d'avoir plus de collaborateurs de couleur, plus de directeurs qui sont de couleur, et aussi des fournisseurs de couleur. Et par fonction de ça, ces entreprises, ils ont un classement en fait qui est bénéfique. This essentially means that in order for a company to do more business, one has to have black ownership in that business. Depending on your black ownership percentage, you are rated, you get a score. And the better the score, the more business you can do in South Africa. Donc, suite à ce classement qui est basé sur plusieurs critères, dont un, le pourcentage de propriétaires de couleur de l'entreprise, plus haut le score, plus vous avez l'option et la possibilité de faire du business en Afrique du Sud. So we have therefore formed a division in order to service our clients in this way, to assist them in getting a better rating, as well as in rating them and telling them how they can do better business in South Africa. Donc, par la suite, nous avons créé un pôle au sein de notre entreprise qui fait exactement ça, c'est-à-dire conseiller les clients pour qu'ils puissent avoir un meilleur classement de ce BBBEE pour avoir une meilleure capacité de travailler. Yeah, and this is just one of the ways in which we are trying to offer more services to our clients. Voilà, une façon de proposer plus de services à nos clients. Merci Rakesh. Donc nous allons partager un petit moment avec les étudiants de l'IAE. Et donc j'appelle Cécile Waro, étudiante en master CCA 2e année, qui va nous expliquer un petit peu ce que les étudiants ont réalisé pour cet atelier. Je tiens à souligner que l'IAE a fait un énorme travail. Vous allez voir, hein, c'est sous forme de 2 vidéos assez sympathiques. Hein. Donc tout d'abord félicitations pour ce travail-là. Ils avaient un seul mot d'ordre, c'était surprenez-nous, et vous allez voir vous-même. Je pense que le challenge est réussi. Bonjour à tous. Donc Cécile Waro, étudiante en 2e année de master CCA l'IAE de La Réunion. Donc comme disait M. Amato, dans le cadre de cet atelier, nous avions à réaliser 2 vidéos. Donc la première concerne la perception qu'ont les étudiants de la profession comptable et plus particulièrement de l'expert comptable aujourd'hui. Et la deuxième traite de leur perception de l'expert comptable du futur. Donc nous avons été 6 dans mon groupe à réaliser cette vidéo. Et nous avons tout d'abord procédé à un questionnaire que nous avons ensuite nous avons donc interviewé différentes promotions dont les BTS de Levavasseur, les licences et les masters CCA de l'IAE de La Réunion. Donc une fois qu'on avait procédé aux entretiens filmés,
On a sélectionné les passages qui nous paraissaient les plus pertinents. Et nous avons conçu un scénario. Le montage, la tâche du montage a été déléguée à un étudiant des Beaux-Arts, Monsieur Clarisse Guillaume, que nous avons eu la chance d'avoir dans notre réseau d'amis. Donc il a réalisé le montage et il a aussi conçu toutes les animations que vous allez voir dans la vidéo. Donc voilà. Et oui, je tenais à remercier déjà les étudiants de s'être prêtés au jeu et d'avoir répondu à nos questions, et à Monsieur Amato et Monsieur Granet de nous avoir laissé vraiment carte blanche sur la réalisation de cette vidéo. Merci beaucoup. Donc on va passer la première vidéo qui est un petit peu la perception donc, des experts comptables vue par les étudiants. Certains d'entre vous risquent de se reconnaître. À titre personnel, il y a un passage dans lequel je me suis parfaitement reconnu. Je ne vous dirai pas lequel. Qui veut devenir expert comptable? Je vais lever la main. Pour l'instant, j'aimerais devenir expert comptable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un métier qui reste dans la routine, c'est un métier où la fiscalité elle change chaque année, les choses évoluent et elles évolueront encore dans le futur, et c'est toujours celui qui a les informations les plus récentes et les plus pertinentes sur le marché. Je pense qu'au début, peut-être on gagne pas trop d'argent. On va voir déjà comment ça va se passer à la fin de ce semestre CA. Pour mes raisons, il y a aussi un peu l'argent. Le fric. Pour l'argent. Pour l'argent. Alors moi, quand on dit expert comptable, ce que je vois, c'est déjà un homme en costume cravate. Très sérieux, très coincé. Avec le téléphone, ok j'arrive, la secrétaire, la Porsche. Ah oui, il y a la Porsche. Toujours bien habillé, quelqu'un qui dégage le savoir et ça vend du respect, surtout sa voiture. Par sa réputation, l'envergure des clients que possède déjà l'expert comptable peut faire de la publicité. Il y a beaucoup aussi de bouche à oreille, peut-être. Je pense plutôt du bouche à oreille. Hein. Parce que de toute façon, jusque-là, c'était pas autorisé la publicité avant. Pour moi, l'outil principal, c'est l'ordinateur, le logiciel comptable. Avec l'ordinateur, les logiciels comptables, pas de comptable, logiciels de gestion. Avant tout, l'ordinateur, oui, de toute évidence. Une veille informationnelle constante. Ses stagiaires pour faire toute sa saisie comptable. Et surtout sa secrétaire, je pense. Et un peu de sa matière grise. Ah oui. Merci Alia pour ces deux minutes de détente. Donc on passe la parole à Julie Lamarque, présidente de l'ANEC, qui va nous présenter les résultats de l'enquête qu'ils ont réalisée auprès d'une centaine d'étudiants. Et ça va être donc là encore, l'objectif c'est sur les conclusions, donc c'est d'intervenir, messieurs, vous faire part de vos remarques. N'hésitez pas donc à intervenir pendant cette présentation. Bonjour à tous. L'annexe a été sollicitée dans le cadre de cet atelier pour qu'on s'interroge sur la vision des stagiaires et des diplômés sur le métier de demain, sur le cabinet de demain. Donc, on a fait une étude auprès de 130 personnes. On a eu un retour de 66%, ce qui est quand même pas mal, étant donné les délais très courts dans lesquels le sondage a été effectué. Alors donc, ce petit graphique montre que le mode d'exercice plébiscité donc, par les jeunes diplômés et par les stagiaires sera donc une association avec les aînés à hauteur donc, de 30%. Une installation à titre individuel à hauteur de 23% et une installation d'autres formes à hauteur de 13%,
notamment en tant que directeur financier, consultant ou ce genre de choses. Alors, nous sommes intéressés donc sur l'utilisation des réseaux sociaux auprès des jeunes et nous avons constaté que pour l'exercice de l'activité en elle-même, 81% y sont pour, 74% souhaitent intégrer les réseaux sociaux comme outil de communication et 59% seraient favorables pour l'utilisation de réseaux sociaux tels que ceux qu'on a cités, donc Facebook, Twitter, mais aussi LinkedIn, etc. Oui, quand j'ai pris connaissance de ce sondage intéressant, j'ai noté qu'il y avait, si on peut revenir, voilà, sont favorables. Oui, ça fait partie des outils de communication, à mon sens, indispensables. Nous, certains associés, pas tous, certains collaborateurs, pas tous, une minorité, sont sur les réseaux sociaux. Et il est très important, à mes yeux, d'y être pour faire savoir ce qu'on sait faire, tout simplement, pour rebondir sur de l'actualité, pour sentir ou avoir de l'information sur des leaders d'opinion. Et puis, à un moment donné, pour échanger tout basiquement sur des prospects. Donc, et voilà, il faudra rajouter LinkedIn parce que ça me paraît être le réseau social le plus professionnel. On va dire que Facebook devient de plus en plus domestique. Twitter est très rapide et pas forcément très riche dans la demande. LinkedIn est vraiment, à mon avis, aujourd'hui celui qui me paraît le plus professionnel. Si on peut revenir à la diapo, parce que là, les réseaux sociaux et l'Internet, ça on connaît. Je voulais juste apporter une précision, parce que monsieur a tout à fait raison, mais au sens plus large, je voudrais juste vous alerter sur une chose que les gens sous-estiment et que vous ne devriez pas du tout sous-estimer. C'est la e-réputation. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on dit de vous lorsque je tape votre nom sur Google ou lorsque je tape le nom de votre cabinet sur Google? Effectivement, les premiers réflexes, avoir un profil LinkedIn, avoir un compte Viadeo, c'est le b.a.-ba, parce que c'est ce qui va ressortir en premier. Par contre, à titre personnel, j'ai beaucoup plus de doutes sur la page Facebook d'un cabinet, parce que la confidentialité de rigueur est certainement le client like, c'est bien, mais enfin bon, il a peut-être pas besoin de savoir que c'est votre client. Première chose. Par contre, il y a une chose sur laquelle beaucoup de gens devraient s'appuyer et regarder, c'est la stratégie de contenu. Lorsqu'on regarde les gens en métropole, il y a beaucoup de sites internet qui se sont construits sur leur faculté à répondre à des problématiques précises. Il n'y a que des téléconseillers derrière le téléphone. Et leur stratégie, c'est de mettre du contenu en ligne pour que moi, utilisateur, quand je vais taper sur Google, la rémunération du chef d'entreprise, et je vais tomber sur le site en question qui va me donner des informations et qui va m'hameçonner, qui va me donner envie d'aller contacter les gens à l'origine de ce texte expert qui va m'accompagner. Et à partir de là, votre réputation devient positive. Parce que les gens vont aller réagir, ils vont partager et ils vont dire effectivement beaucoup de choses sur vous qui vont être votre sésame pour l'internaute. I think that social media is very important. One such tool being Facebook. We have recognized the need, we've seen the demand from our clients, and we have therefore employed an external consultant to actually set up a page and maintain this Facebook page and to actually post articles and things about our firm and things that are relevant to our clients. Oui, effectivement, les réseaux sociaux sont très importants pour nous également, à tel point que nous avons recruté un consultant avec l'extérieur qui intervient pour mettre des posts sur Facebook pour tout ce qui est pertinent pour nos clients. Oui, deux remarques que je pense confirmera le chef d'entreprise avisé et connaissant. Quand on dit publier, il faut rédiger. Parce que si on fait un copier-coller, Google et les réseaux sociaux savent que c'est un copier-coller. Donc il faut, vous voyez, c'est du basique, hein, mais bon, si on me l'avait pas appris, je ne le saurais pas. Donc il faut publier, il faut rédiger sur ce truc. Donc forcément, il faut investir dans du rédactionnel. Mais des moments, on investit dans du rédactionnel. Nos clients pour la newsletter du cabinet ou pour un sujet sur le financement du véhicule ou autre. Pour rebondir donc sur cette dernière remarque, on s'est un petit peu intéressé sur les éléments sur lesquels porterait la communication du cabinet. Donc on constate que, alors à 31%, cette communication porterait donc sur l'activité et les offres du cabinet, et que 37% donc ont d'autres opinions.
Ces autres opinions portent donc sur l'activité du cabinet, l'offre du cabinet en base, mais aussi sur tout ce qui est social, fiscal, toutes les actualités, toutes les évolutions. Les stagiaires et les futurs diplômés ont compris que l'information doit passer là-dessus. Alors, ensuite, nous nous sommes aussi intéressés à quelles étaient les autres finalités des réseaux sociaux. On peut constater qu'à 25%, cela servirait donc à rechercher de nouveaux clients, à être un espace d'échange avec le client. À 24%, que cela correspondrait à un développement de l'image de marque du cabinet. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment très très important. On voit que cet hôtel ici, il est 4,5 sur TripAdvisor, donc il n'y a encore pas le TripAdvisor des cabinets, mais je serais étonné que ça ne vienne pas de toute façon, puisque Page Jaune le fait, mais c'est extrêmement epsilonesque, mais ça serait étonnant qu'on ne soit pas qualifié. Comment ? Ça existe, voilà. Bon, je ne le sais pas, mais ça existe, parce qu'il y a tout existe, donc forcément, à un moment donné, on viendra nous voir, parce qu'on aura au moins 4 ou 4,5, sinon la personne passera son chemin, et c'est pas illégitime. Alors, ensuite, donc, ça, c'était pour la partie donc, réseaux sociaux et développement du cabinet, image du cabinet. On s'est ensuite intéressé à la dématérialisation, et on a constaté que 96% donc, des personnes interrogées y sont favorables. Pourquoi ils y sont favorables? Donc, alors, 30%, donc c'est toujours les autres. Alors, les autres, c'est un petit peu particulier, c'est qu'en fait, ils sont d'accord pour tout ce qu'il y a d'inscrit, donc c'est-à-dire le développement de la relation client, la diversification de la clientèle, les échanges avec le client, entre le client et le cabinet, et la réduction des coûts. Mais ils voient aussi la dématérialisation comme un outil pour la protection de l'environnement, pour vraiment faciliter les échanges dans un autre contexte. Ensuite, on constate qu'à 19%, faciliter les échanges clients et réduire les coûts, c'est vraiment un outil fondamental. Et à 17%, donc c'est les 4 premiers que je vous avais cités. Alors, je ne sais pas si on doit dire qu'on est favorable, c'est un peu obligatoire, c'est un passage indispensable, alors bien ou pas bien, mais c'est comme ça de toute façon. Hein, donc, je pense que la question ne doit pas se poser comme ça. Voilà, c'est pas est-ce qu'on est favorable, c'est à partir de quand j'ai mis 100% de ma relation client en dématérialisation. De toute façon, on voit bien, le président du Conseil Sup l'a rappelé hier à l'Assemblée Générale, toutes les entreprises, même celles qui n'ont pas un interlocuteur expert ou autre, devront publier de façon numérique leurs informations fiscales et sociales. Donc c'est un passage obligé, la question ne doit pas se poser. Voilà. Ensuite, on s'est aussi intéressé à la délocalisation, qui est un phénomène qui touche notre profession de plus en plus. Nous avons constaté que 52% des personnes interrogées n'y sont pas favorables. Donc, bon, cependant, on a quand même voulu savoir ceux qui étaient favorables, pourquoi ils l'étaient. Et nous avons constaté que 27% d'entre eux y étaient favorables pour une recherche donc, de nouveaux marchés, pour une réduction des coûts, mais aussi pour répondre aux évolutions de la profession. Ensuite, on a 19% qui sont favorables pour la recherche de nouveaux marchés et une réponse aux évolutions donc, de la structure du cabinet. Sur la question du monopole, on avait posé la question dans ce terme. L'évolution des systèmes d'information permettra bientôt à de nouveaux prestataires de réaliser certaines tâches propres aux professionnels. Donc, la question était de savoir s'il y avait un risque de remise en cause du cœur de métier, et on constate que 70% des personnes pensent que oui. Alors, à l'instar de nos clients qui ne savent pas ce qu'on sait faire, ces jeunes ne connaissent pas les métiers qui existent dans les cabinets, puisqu'on a la chance de faire un job qui est pratiqué de façon 18 000 fois différente, hein, grosso modo. Il y a 18 000 experts comptables inscrits, donc il y en a d'autres aussi qui exercent, et on a une multitude de fonctions, de travail dans les cabinets d'expertise comptable, et ce qui dépend du monopole, ou plus précisément de la prérogative de tenue comptable pour un tiers, c'est de moins en moins important en temps de travail. Moi, j'ai un cabinet où on fait 80% d'expertise, donc on va dire 5 millions, 5 millions 5. La tenue, ça représente, les dossiers en tenue, c'est 30 ou 40% de tout ça, mais la tenue, elle est forcément industrialisée, automatisée, donc c'est pas forcément l'avenir, la tenue. Donc avoir cette vision-là de peur
que le monopole saute sur ça. C'est étonnant. C'est à la fois étonnant vu de ma fenêtre, ça n'est probablement pas de la vôtre parce que vous ne connaissez pas l'étendue de tous les métiers qui existent. En fait, ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que on considère que la tenue, c'est le cœur de métier, pour 70%. C'est un peu dommage. Voilà. C'est ce qu'on appelle la contrainte. On a voulu aussi s'intéresser donc au personnel de nos cabinets, donc à nos futurs collaborateurs. Et donc on s'est intéressé à savoir si la pérennité du du cabinet, passait par le bien-être des collaborateurs. Et nous avons constaté que, effectivement, 94% considéraient que le bien-être était fondamental à la pérennité. Ensuite, nous avons donc cette question a emmené donc la question suivante sur l'arrivée de la génération Z, donc celle qui maîtrise parfaitement tous les réseaux sociaux et tout Internet et ce genre de choses. Et on a constaté que 94% estiment qu'il ne faut pas sous-estimer cette génération, qui est quand même donc celle qu'on va embaucher demain, et qui va peut-être nécessiter de nouvelles méthodes de gouvernance, étant donné donc elle n'a pas la même culture que nous. Il y a de nouvelles méthodes de travail qui passent uniquement par l'informatique et donc à savoir s'adapter au sein du cabinet. On peut évoquer que c'est fondamental pour l'ambiance dans le cabinet, pas forcément pour la pérennité, mais c'est vrai que la deuxième phrase est évidente, c'est avoir de nouvelles méthodes de gouvernance et tenir compte de l'évolution sociologique, parce qu'on pose la question dans les cabinets d'expertise comptable auprès d'étudiants, on poserait la question dans l'agroalimentaire, dans l'ingénierie, la mécanique, c'est pareil, c'est une lame de fond, ça. De toute façon, c'est les comportements sociaux. Donc, juste pour finir, on voit bien que donc, le rôle du collaborateur Z portera essentiellement sur le développement de la vie du cabinet et de la politique de communication via les réseaux sociaux, étant donné ces aptitudes. Merci Julie, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir parce que il y a eu un sacré travail de questionnaire de retraitement de l'information et c'est super d'avoir pu projeter ces diapos pour échanger. Donc Philippe, tu avais un stand au congrès de Lyon pendant 3 jours. Oui. Donc on voulait avoir ton ressenti sur les attentes de nos confrères qui sont passés te voir. Oui. Et puis, est-ce que tu nous annonces enfin la fin de la saisie comptable qu'on annonce depuis une vingtaine d'années ? Alors, sur le congrès de Lyon, sur le stand, en fait, les demandes ont concerné, les attentes concernaient la dématérialisation des documents, l'intégration automatique des écritures, la gestion de la relation client et la communication et l'image du cabinet. Voilà les 4 points, on va dire dans le désordre, qui sont revenus. Voilà. Alors, est-ce qu'on est vers la fin de la saisie comptable ? On en parle depuis des années. On peut dire que oui. Voilà. J'ose le dire. On a tous les moyens pour pouvoir récupérer des écritures. Que ce soit des écritures de vente, à partir du moment où le client a un logiciel de gestion, de facturation, on peut récupérer les écritures de vente. On est capable de récupérer automatiquement les écritures de banque, en se connectant directement auprès des banques. On est capable de récupérer aussi les écritures d'achat avec des outils qui permettent de scanner les factures. Alors, soit c'est le cabinet qui scanne, soit ce sont les clients directement qui scannent. Donc, l'idéal étant que ce soit le client qui scanne les pièces. Voilà. Donc, la saisie. Si on a cette démarche dans le cabinet, qu'on fait une analyse client par client des moyens de récupération et qu'on essaye d'optimiser cette récupération, il y a pratiquement plus de saisie dans le cabinet. Voilà. Hervé, alors, les jeunes qui s'installent ont l'habitude de dire, je m'installe, je vais poser ma plaque. Alors maintenant, c'est plus vraiment des plaques, c'est des panneaux 4x3, voire plus. Et puis, voilà, j'achète un joli bureau, je m'assois et puis j'attends que les clients... Un logo sur la voiture. Un logo sur la voiture, voilà. Bon, ok. Alors, je crois que tu as une démarche un petit peu différente pour ouvrir un bureau secondaire à Lyon, je crois.
Lyon qui est a priori c'est la banlieue de Saint-Étienne. C'est la banlieue de Saint-Étienne, d'accord. La géographie est en train de changer. Tu as eu une démarche assez originale, donc c'est pas vraiment poser sa plaque, hein, et tu as eu une démarche a priori qui moi à titre personnel me fait un peu rêver. Et pour l'instant, je comprends pas encore tous les tenants et les aboutissants. J'ai beau y réfléchir, parce qu'on a préparé cet atelier beaucoup. J'avoue que je suis encore dans le rêve. Donc je t'écoute, fais-nous rêver. Alors, j'irai pas jusque là. On a ouvert un cabinet en 2008 parce que j'avais des associés qui étaient lyonnais et qui étaient venus s'associer avec des Stéphanois, ce qui est un peu compliqué, mais on y arrive bien, on s'entend très bien. Et puis on voulait ouvrir un bureau à Lyon parce que la clientèle stéphanoise a aussi d'activités économiques à Lyon. On avait en perspective d'associer quelqu'un et on lui a dit l'objectif c'est d'ouvrir le bureau de Lyon, toi qui es lyonnais, et il faut essayer de se développer d'une façon ou d'une autre. Alors il y a le réseau personnel, d'ailleurs les jeunes filles l'ont évoqué, et puis il y a 5-6 ans était naissant un petit peu les sites internet. Alors on en était déjà à 2 versions de notre site internet, mais c'était le site vitrine il y a une dizaine d'années. Après c'était le site vitrine bis. Et puis ça a été un débarrage sur qui on est, donc avec un site internet un peu plus fonctionnel, avec de la vidéo, avec de la production d'informations, et avec le début du référencement. Donc ça c'est il y a 4-5 ans. Donc Google AdWords, donc il était bien branché là-dessus. Il a fait son sujet de mémoire, comment développer un cabinet d'expertise comptable par les sites internet et les réseaux sociaux. Ça a marché un peu au-delà de nos espérances parce qu'on n'était pas les premiers. Parce que le premier, le plus connu dans la profession, c'est ECL Direct. C'est un de mes copains, Xavier de la Barrière, parisien, qui a monté son site 100% web avec une offre à partir de 69 € par mois. Mais ça, c'est pour lui. Nous, c'était de dire, il nous semble intéressant d'y aller pour ça. Juste pour un peu d'histoire préhistorique, 2007, changement du code de déontologie pour nous, les cabinets. Donc, vous voyez, 2008-2009, ça commence à faire, on peut faire de la communication et de la publicité. Donc, c'est un peu dans cette mouvance, là. Et le développement du cabinet de Lyon. Alors, pourquoi Lyon et pas à Saint-Étienne? C'est parce qu'à un moment donné, ça vient un peu des grandes villes. Les tweets, les machins, c'est plutôt les grandes villes, les grandes métropoles. Et puis après, ça descend sur Lyon, ça vient à Saint-Étienne, ça vient en Haute-Loire. Et puis ça vient ailleurs, évidemment. Et donc, le développement s'est principalement fait sur les sites internet, le référencement et les réseaux sociaux. C'est très très étonnant. Il a eu une peur bleue il y a 3 ans, en décembre 2011, quand il a présenté son mémoire, parce qu'il s'est dit comment ça va être pris, même si l'agrément du sujet avait été favorable, parce qu'il a dit je veux quand même un peu secouer un peu. Mais ça s'est plutôt bien passé. Une arrivée de 1 à 2 clients par semaine par les réseaux sociaux. Alors, c'est un peu comme quand on achète un voyage avec notre smartphone. Au départ, on fait ça avec le numérique, et puis après, on est un client complètement lambda. Donc, il n'y a pas d'attente plus forte ou moins forte quand on vient par le site internet. Après, c'est un client comme un autre, mais c'est une génération de clients qui cherchent un conseil, qui cherche une prestation, qui cherche un fournisseur, qui cherche un voyage ou des vêtements pour acheter sur vente privée par Internet. Par contre, ça a des conséquences assez importantes sur la chaîne d'information du cabinet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que l'individu ou que l'expert ou que le responsable du bureau qui soit concerné. Parce qu'il faut que la secrétaire soit réactive. Parce que quand on cherche une prestation sur Internet, on veut être très réactif. On veut que ce soit très très réactif. On zappe vite. Si c'est long, on laisse tomber. Et on veut une information très vite. Et on veut finalement avoir quelqu'un qui nous parle très très vite. Et donc on a chaîné un petit peu ça. Donc sur notre site Internet, on avait le rappel automatique. Il suffit, c'est comme quand vous achetez un voyage d'ailleurs, vous cliquez puis on vous rappelle dans les 3 minutes. Ben là c'est ce qu'on fait. Tout bête. Donc, mais il faut que les secrétaires des 4 sites, parce que nous avons 4 sites chez Axence, il faut que les secrétaires soient au courant. Parce que si on tombe de l'armoire, forcément, au bout du fil, ça va pas le faire. D'accord ? Donc, l'approche avec ses clients, avec ses prospects est un tout petit peu plus longue, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la démarche du téléphone, du site, après du téléphone, 1 ou 2 contacts téléphoniques, et puis après, une fois qu'il y a eu le face-à-face, on est dans une problématique comme moi j'ai toujours eu et que j'ai toujours. Donc voilà.
ce développement. On n'est pas les seuls, on n'était pas les premiers, mais c'est une expérience qui est assez significative. Sur Lyon, aujourd'hui, sur fin 2015, on clôture nos comptes en août, on a une projection en fin 2015, on va faire 700 000 euros de chiffre d'affaires, et sur les 700 000 euros, il y en aura 400 000 qui sont venus comme ça, avec un panier moyen qui est assez similaire, hein. Le but, c'est pas de vendre moins cher, hein. On n'est pas ECL direct, nous, hein. Mais c'est plutôt la conquête du client. Je rêve. Non, il ne faut pas rêver parce que c'est pas né d'un coup, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche personnelle d'individu qui a été structurée parce qu'on a pris une décision politique au cabinet d'investir et de mettre de l'argent dans la pub. On a mis de l'argent dans notre site internet, donc ça coûte. On met de l'argent dans quelqu'un qui rédige pour se faire référencer ou pour faire de la vidéo. On met de l'argent sur l'achat de mots-clés. Donc ça, forcément, ça coûte. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ouais. Et si on fait ça que pour un seul homme, ça va pas le faire. Donc il faut qu'il y ait plusieurs personnes concernées par c'est une stratégie de développement, tout simplement. Il y a des confrères qui ont investi dans des commerciaux, d'autres qui investissent dans des immenses locaux, d'autres qui investissent dans les logos sur leurs voitures, d'autres par du 4x3. Nous, on a plutôt choisi ce vecteur de communication, entre autres. Voilà, on a choisi celui-ci. Mais c'est sûr que dans notre compte de résultat, il y a des lignes qui n'existaient pas il y a 5 ans, c'est la publicité communication. Et c'est vrai qu'on parlait d'évolution. On voit aujourd'hui que nos jeunes qui ont baigné là-dedans et qui ont une facilité de manipulation de tous ces outils, qui en connaissent voilà, les tenants, les aboutissants et qui savent vraiment l'utiliser, on risque vite de se faire dépasser donc là-dessus. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir... Alors on dit toujours qu'un expert comptable a des clients du même âge que lui, c'est évident. Mais pour attirer donc des jeunes clients, on a, et je pense que ça nous est à tous arrivé, on a eu des prospects qui arrivent au cabinet et ils nous disent « J'ai été voir sur Internet votre site Internet pour voir à quoi ça ressemblait, pour me faire une première idée ». Donc aujourd'hui, on a des sites Internet, à titre personnel, moi j'ai pas une très grande fierté pour notre site Internet, il existe, voilà, point barre. Mais on voit que les choses vont évoluer très vite et on a un virage à prendre, c'est évident. Les jeunes vont le prendre très rapidement, on risque de ne récupérer que des clients un peu différents, on va dire. Chanty, un éclairage. Oui, juste une question subsidiaire, enfin 2 questions subsidiaires. La première, c'est que vous avez mis en place tout ce système en métropole, donc à Lyon, pour que tout le monde comprenne bien, parce que ça fait partie de mon métier, d'expliquer les choses. Combien ça coûte de mettre en place une solution comme la vôtre pour que les gens puissent avoir des échelles de financement de valeur? Première question. Et la deuxième question, combien ça va coûter à celui qui le fera pas? Ouais, c'est très concret, hein. Alors, quand je disais que c'était une chaîne d'information dans le cabinet, quand on met en place tout ça, on n'arrive pas à mesurer tout le temps qu'on y passe. Ce qu'on connaît, c'est la facture de votre confrère, parce qu'on a forcément besoin de communicants sur Internet, donc le marketing digital, parce que ça s'appelle comme ça. Donc nous, on s'est formé à ça. On a formé un collaborateur qui venait d'un BTS, d'un IUT, d'informatique et de graphisme d'ailleurs, et puis on a acheté des mots-clés. Alors il y a 5 ans, les mots-clés n'étaient pas trop chers, hein. Donc ça allait. Donc, mais aujourd'hui ça devient assez délirant parce qu'il ne faut pas en acheter 10, hein, il faut essayer d'en acheter 300, 400, 500, et puis des mots-clés qui sont, alors ils étaient 1 euro, 2 euros, maintenant c'est 10 euros. Donc vous voyez, quand vous les achetez, que vous faites une campagne de publicitaire, ça commence à cuber. Quand en réunion d'associés, il y en a un, il dit, bon, on va faire mettre 30 000 euros en com. 30 000 euros, mais t'es malade. Tu es malade, on va pas mettre 30 000 euros là-dedans. Eh ben si. Donc, voilà ce que ça coûte. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on arrive à avoir un tableau de bord dans lequel on charge un peu la mule, c'est-à-dire qu'on met le coût de notre développement du site internet, on met le coût de nos achats, le coût de notre conseil en communication digitale, et on regarde le chiffre d'affaires, lettre de mission signée. C'est pas forcément le chiffre d'affaires futur, hein, c'est le chiffre d'affaires de la lettre de mission. J'ai une tenue comptable, je suis un médecin, voilà, il y en a pour 700 euros, 1500, 2000 euros, peu importe. Et là, on est sur un ratio de coût d'acquisition du client qui est de 40%. Plus le salaire de notre je ne veux pas dire, j'ai perdu le mot, de notre personne qui gère l'information sur le site. Donc, on est dans un coût d'acquisition qui est nouveau pour nous parce qu'on a voulu le mesurer. Mais avant, quand j'allais, soit
Je recevais des prospects que je marquais ou que je marquais pas, je comptais pas mon temps, donc je valorisais pas ce que me coûtait finalement si je sortais dans une réunion professionnelle ou si j'allais à un cocktail à droite ou un cocktail à gauche, si je faisais des déplacements. Je mesurais pas, je valorisais pas. Là, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on s'est mis dans une démarche, vu qu'elle était nouvelle, on aime bien avoir un ROI, un retour sur investissement qui soit favorable. Donc on a fait cette mesure. Mais avant, on ne le mesurait pas. Ça, c'est la première question. Donc en 5 ans, on a bien dû mettre 150 000 dans le système, hein, sans compter les coûts cachés qui sont le temps. Le temps de l'associé, le temps de convaincre les associés, le temps de dire à la secrétaire, il faut que tu répondes comme ci, il faut que tu répondes comme ça. Il y a la petite anecdote de l'expert comptable ou du chef de mission, il dit non, mais le portable, tu le donnes jamais. La secrétaire est arrivée depuis 2 ans, elle dit non, mais je donne pas le numéro de portable. Et si, tu donnes le numéro de portable, parce que le type qui appelle, il veut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Donc il faut que ça réponde. Donc voilà, c'est une question d'être proactif sur le sujet. La deuxième question, il faut que je réponde à la deuxième question aussi. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Combien coûtera le fait de ne pas le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jean-Pierre, tu voulais évoquer des métiers qui ont disparu. Je dirais que... Non, mais il ne faut pas forcément focaliser la communication et le développement par les outils numériques. C'est pas que ça. Aujourd'hui, nous, on est allé un peu loin dans l'outil numérique, dans la communication, parce qu'on a beaucoup investi là-dedans, et on est content, on est dynamique. Alors, on est des associés, on est Quadra, mais il nous manque des jeunes, hein, ça c'est clair. Le prochain associé, il faudrait qu'il ait 30 ans maximum, parce qu'on sait qu'on est devenu très vieux. Mais c'est une communication dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a aussi le flyer, il y a aussi la plaquette client, il y a aussi les locaux qui doivent avoir de la gueule, il y a les télés, il y a... Donc c'est dans tout ça. Voilà, donc probablement que si un cabinet ne fait pas du numérique ou sur le web, bon, il fera peut-être pas, ou il fera différemment, mais tout dépend dans quel coin il va exercer et quelle va être sa cible. Voilà. Donc, Rakesh, tu nous parles maintenant de comment l'innovation a fait évoluer en Afrique du Sud votre manière de travailler. Okay. Just to add to the points, I think that one shouldn't look too much at the cost. One should consider the cost, but one has to also think of it as an investment in their business and in their future, and one that will definitely reap a lot of rewards. Oui, pour ajouter un mot à ce qui vient d'être dit, ces dépenses sur la communication, on devrait les considérer comme un coût, mais aussi comme un investissement pour l'avenir qui portera des fruits. With regards to innovation and what techniques we are using in South Africa, we encourage our clients to always innovate in order to keep ahead or be competitive. One of the things which one has to do is start going the paperless route or computer route, being more efficient. Things such as using not using manual paperwork in terms of job costing process. Oui, en ce qui concerne l'innovation, nous encourageons toujours nos clients à passer à un système dématérialisé et les encourager toujours à être plus compétitifs et plus efficaces. By using this new system, time is being saved and the company can analyze its costs and profits more efficiently and more effectively. Avec ces nouveaux systèmes, on peut économiser du temps et mieux analyser les dépenses et les coûts. Merci. Donc on va lancer la deuxième partie de la vidéo de l'IAE sur l'expert comptable du futur. Le futur. Ce que j'aimerais utiliser en tant qu'expert comptable, ce serait genre le bureau où tout est informatisé, ton bureau est tactile, tu peux ranger tes dossiers sur ton bureau, enfin t'as pas besoin de placard, ce genre de choses.
Je sais pas, il aura peut-être un robot à côté de lui qui l'assistera. Justement, je le vois avec un petit chien robot là qui lui dit toutes les nouveautés, la veille fiscale ou quoi, ou la veille sur la paye, enfin le droit social. Je pense que dématérialiser les documents, ça serait un bon outil pour les experts comptables du futur. Des hologrammes, des tablettes, petits projets. Des bilans, des comptes de résultats qui apparaissent. Ou alors carrément le métier de comptable disparaîtra. Et il y aura des hologrammes, etc. Et tu poseras les questions directement à l'hologramme et tu répondras. Je pense que les relations clients seraient plus par hologramme par exemple, ou bien par cam. Mais je pense que c'est important aussi une relation réelle et pas virtuelle en fait pour fidéliser le client. Je pense que cette relation physique reste importante et restera importante au fil des années. Mais c'est vrai que pour les cabinets très importants, étant donné qu'ils ont des clients un peu partout dans le monde, donc je pense que la relation physique devient du coup impossible et que la relation client sera principalement bien. Le contact physique c'est quand même beaucoup plus important, c'est assez essentiel. Et ne serait-ce que pour les renseignements, quand ça passe de l'expert comptable au client et tout, toutes les relations informelles, on échange beaucoup plus en présence de son client que par contact à distance. Ça serait bien voilà, un cabinet qui fonctionne vraiment différemment, avec un cadre de vie peut-être moins bureau, plus ouvert, plus open space. Moi je veux un super cabinet du genre Google, tu vois, avec en sous-sol, les saunas, hammams, avec voilà, une salle de sport, une petite cafette à l'étage, une super vue. Moi, mon cabinet dans le futur, ça sera volant, transporter chez le client comme ça, dans un gratte-ciel peut-être. Un mur intelligent qui afficherait tout ce que je fais, tout ce que je veux, etc. Avec la mondialisation, maintenant on aura des entreprises, des clients partout dans le monde. Donc moi, mon cabinet sera dans un avion. Tu seras prêt à tout traiter en IFRS. Peut-être qu'il y aura moins de cabinets comptables éparpillés partout sur les zones géographiques. On aura peut-être une sorte de grand siège social avec tous les cabinets qui regrouperont leur petit siège à eux. Parce que le client n'aura pas forcément besoin de se rendre sur place tout le temps. Je pense qu'on pourrait s'attendre à voir à la télé venez chez KPMG malgré le souci de la confidentialité ou quoi. Je pense que ça n'empêche pas de faire la publicité et de se montrer l'image. Oui, quand des affiches qui bougent, là, ce ne sera plus des affiches papier. Un grand panneau publicitaire avec la photo de toute l'équipe. Nous sommes motivés et prêts à vous servir. Une petite entreprise, un petit chiffre d'affaires, un petit bilan. C'est la moi. On a une petite entreprise. La vraie question, mais non, je sais pas. Alors, Je voudrais plutôt comme un marabout financier. Il aura une mission comme un analyste financier. Il verrait dans son bilan comme une boule de cristal. Il pourrait prédire l'avenir de l'entreprise. L'expert comptable du futur, je l'imagine toujours en costard cravate et maintenant une femme en tailleur, chemise, escarpin. C'est nous. Bon, on peut les applaudir parce que c'est super ce qu'ils ont fait. Bon, juste un commentaire à chaud. Hein, la première partie existe. Hein. C'est les coffres-forts numériques, les tablettes, les écrans où on peut mettre des informations. Donc ça existe déjà. Hein. C'est pas du futur. Ça existe depuis 2010, hein, Rémi. C'est ça les tablettes? Ouais, c'est ça. Ça existe au moins depuis cette époque-là, avec des outils de gestion électronique de documents consultables à distance et avec à disposition pour les clients leur base, leur plaquette, leur paye, leur contrat, leur cabis, leur carte d'identité, leur passeport, leur tableau de bord éventuellement, mais ça c'est pas forcément du permanent, c'est du vivant, un login. Alors avec toute la problématique du cloud,
du cloud, avec la sécurité des informations, mais ça existe. Et la boule de cristal, c'est également une attente, puisque les clients nous demandent des budgets prévisionnels, et ils ne nous demandent plus de regarder dans le rétroviseur. Le passé sert à mesurer la performance et à mettre un état des lieux, mais c'est en écoutant les gens qu'on arrive à mettre en place un petit peu le business plan. Donc on a forcément besoin du passé pour comprendre l'histoire, pour comprendre les gens. Mais c'est dans tous les métiers, ça. C'est dans tous les métiers. Alors Philippe, toi qui œuvres à La Réunion depuis plus de 20 ans, quels sont selon toi les principaux blocages dans nos cabinets, dans la mise en place de ces nouveaux outils et de cette nouvelle démarche marketing? Alors il y en a plusieurs. Hein. Il y a l'expert comptable, il y a les collaborateurs et il y a les clients. Donc alors c'est et où, hein, c'est où et où. C'est pas forcément les trois, quoi. Mais alors je peux développer, oui. Donc les freins, moi les discours que j'entends en discutant avec les experts comptables qui veulent faire évoluer leur cabinet, disent oui, il faut évoluer, mais je ne peux pas évoluer parce que mes clients ne sont pas prêts à évoluer. Voilà, c'est souvent ce qu'on me dit. Hein, c'est l'argument qui est donné principalement par les experts comptables. Le second argument, c'est mes collaborateurs ne sont pas prêts au changement, ne sont pas du niveau, ne peuvent pas évoluer. Voilà. Enfin, ils ne peuvent pas évoluer. C'est l'impression de l'expert comptable. Ensuite, il y a aussi les clients. Donc, les clients ne peuvent pas non plus évoluer. D'accord. Et tu as des jeunes confrères, oui, comme dans ta clientèle, qui sont passés à ce stade, j'allais dire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors je vais prendre l'exemple d'un expert comptable qui a démarré en début d'année 2014. Donc avec quelques dossiers, et qui dès le départ a voulu mettre en place tous les outils. Donc il a démarré tout seul, il a mis en place tous les outils à sa disposition, il s'est formé donc sur les outils métiers, comptabilité, la paye, il a mis en place la facturation, même si au départ il avait 4-5 dossiers, il a mis en place donc un outil de facturation performant. Et il a proposé donc à ses clients la mise en place de tableaux de bord mensuels et la mise en place aussi d'une situation vers le mois d'octobre, novembre pour l'ensemble de ses clients. Et il a réussi à récupérer donc de nouveaux clients en proposant ça. En proposant aussi des missions d'accompagnement, même s'il n'était pas sûr de signer avec le client, il a accompagné des clients dans leur développement ou dans leur demande de financement. Donc c'est ainsi qu'il a récupéré des clients. Donc la démarche, c'est vraiment une autre démarche. C'est-à-dire, il n'a pas du tout basé. Lui, il cherche des dossiers où, à la limite, c'est le client qui saisit ses écritures. Tu peux nous parler 2 minutes du cercle vertueux de la mise en place de ces tableaux de bord L'intérêt de mettre en place des tableaux de bord mensuels, c'est que le client, il a l'obligation de vous fournir les pièces comptables en temps et en heure. D'accord ? Donc ça veut dire que ça engage le client et ça engage le cabinet. Ce qui fait que le cabinet, si tout le monde joue le jeu, en fin d'année, on arrive, il n'y a plus rien à saisir. Tout a été saisi. Tous les problèmes ou tous les points qui demandent des explications ont déjà été expliqués. Donc tout le travail a été mâché. Ce qui fait que le dossier, il peut être clôturé très rapidement après la fin de l'exercice. Voilà.
Et ce qu'on constate dans les cabinets, dans beaucoup de cabinets encore, malheureusement, c'est qu'il y a un retard énorme. On va commencer à travailler sur les bilans 2014 à partir de la fin de la période fiscale, 2013. Donc ça veut dire qu'on va commencer à travailler sur le dossier au mois de juin, au mois de juillet. Donc on a déjà 5 ou 6 mois de retard. D'accord ? Et donc, il faut essayer de renverser la vapeur, c'est pas évident, mais il faut faire en sorte qu'on saisisse vraiment en temps et en heure. Alors, concernant les honoraires, ce que je constate, c'est que le cabinet facture en général mensuellement, donc il commence à facturer en début de mission. S'il commence à travailler à partir du mois de juillet ou parfois au mois de janvier de l'année suivante, c'est quelque part anormal. C'est fou comme on se reconnaît dans tes paroles. Alors, on a caché quelques intervenants, vous avez vu, dans l'assistance. Donc, on a un nouvel intervenant. Oui, Ariski Mayou, je suis expert comptable à Paris et membre du Conseil supérieur. Je voulais juste apporter une petite nuance dans vos propos concernant la saisie. Effectivement, pas confondre la saisie et la tenue, parce que la saisie disparaisse, c'est pas trop problématique, parce qu'on saura faire autre chose. Mais par contre, la tenue, il faut véritablement qu'on se cramponne pour que ça soit toujours réglementé. Déjà dans notre intérêt à nous, experts comptables, parce que la plupart de nos clients, si nous les avons même parfois en conseil et souvent en conseil, le ticket d'entrée, c'est toujours par la tenue de la comptabilité. Quand un nouveau client vient nous voir, 9 fois sur 10, c'est pour nous confier la tenue de sa comptabilité. Ça, c'est au niveau de notre cabinet. Mais au niveau du client, c'est pareil. Il faut que sa comptabilité soit tenue par un expert comptable. Nous avons tous, et a fortiori sur l'île de la Réunion, des illégaux, et on reprend, dans certains cas, des dossiers derrière des illégaux. Quand on voit le massacre qu'il y a, quand on voit la façon de travailler des illégaux, des non-experts comptables, ça n'est pas tolérable, j'ai envie de dire, là, cette fois-ci, pour les clients et pour la société, puisque c'est quand même nous qui, quelque part, collectons l'impôt. Alors, surtout, ne lâchons pas sur la tenue, c'est pas la fin du monopole pour le moment, c'est pas l'ordre du jour, ne faisons pas en sorte que ça le devienne. Donc c'était juste la petite précision pour... Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé, voilà. Je parlais de saisie, pas par rapport à vous, voilà. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion parce que c'est totalement différent. Alors, sinon, je suivais avec beaucoup d'attention effectivement vos exposés et je dirais quelque part la profession n'a pas beaucoup de complexes à avoir et se positionne plutôt bien. Et j'en veux pour preuve l'intervention du ministre Macron pour ceux qui étaient au congrès de l'ordre à Lyon. Il était plutôt élogieux quant à notre profession. Il a même été, et c'était le président Zorniotti qui vous le disait encore hier, il nous a envoyé un tweet. Alors, voir un ministre tweeter après son intervention, c'est quand même bien pour la profession. Donc c'est pour ça qu'en termes d'image, et justement en termes d'image, ça c'est au niveau des autorités, de nos autorités de tutelle, mais en termes d'image vis-à-vis de nos clients, et on a justement en face de nous un client. L'Ordre des experts comptables avait fait il y a quelques années justement un sondage et à plus de 85% des chefs d'entreprise interrogés disaient qu'ils étaient plutôt satisfaits des prestations de leur expert comptable. Absolument, on est le conseil numéro 1, tu fais bien de le rappeler, et ça fait 70 ans que ça dure, et ça veut dire qu'on a un tout petit peu conseillé, donc on dit toujours qu'on ne les conseille pas, mais on les a conseillés. Absolument. Donc là c'est pareil, c'est aussi pour temporiser par rapport à la petite vidéo qu'on a vue et qui justement avait été projetée au congrès de l'ordre. Alors effectivement on a plutôt une bonne image, même si effectivement c'est voulu provocateur au niveau de ce petit film. Donc c'est pour ça, pour vous dire que en termes de communication, finalement, on n'est pas si mauvais. Donc on est bon techniquement, on est bon au niveau de la communication, on est une profession plutôt moderne qui évolue. Donc je pense qu'on est dans le vrai. Malheureusement, tout n'est pas rose dans notre profession, et puisqu'on parle d'avenir, il faudrait qu'effectivement, et je pense qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, c'est
voire à rentabiliser nos cabinets. Parce que toute la problématique, ensuite, c'est de facturer. Et ça, on est très mauvais. Parce qu'on a beaucoup évolué, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de, de technologie, mais par contre, au niveau des honoraires, les honoraires ne suivent pas. Et la dernière étude qui a été faite au niveau du Conseil supérieur de l'ordre, c'est que le dossier moyen en cabinet, c'est 2000 €. 2000 €, c'est pas beaucoup. Alors, monsieur le chef d'entreprise, qui voulait qu'on vous réponde en 3 minutes, il n'y a pas de problème, on sait faire, mais pas 2000 €. Vous voyez, c'est comme lorsque vous voyagez. Quand vous êtes sur EasyJet, vous ne demandez pas du champagne. Dans ces cas, il faut voyager en first. D'accord? Donc, si vous voulez que je vous réponde en moins de 3 minutes, je sais faire. N'allez pas voir le confrère, venez me voir. Je vous expliquerai comment. D'accord? Mais peut-être qu'après, vous me direz finalement, je veux bien attendre une journée complète pour avoir ma réponse. C'est une bonne précision. Mais tu l'as dit. Tu l'as dit avec tes mots, je l'ai évoqué avec... je vais redire la phrase que j'ai dite tout à l'heure. On a un savoir-faire gigantesque, par contre, on ne sait pas le faire savoir. Donc forcément, ça a une ambiguïté. Forcément, on a une image. Mais il y a une réalité, c'est que les gens, nos clients, sont venus parce qu'au départ, ils ont une contrainte. S'ils restent, forcément, c'est parce que, au-delà de la contrainte, on leur apporte un service, un accompagnement, qui n'est pas parfait, qui n'est pas à 100%, mais qui est à 85% ou voire même à 90% satisfait. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les gens évoluent, la demande évolue, et il faut forcément qu'on s'adapte un petit peu. Et c'est de l'adaptation permanente. Et c'est vrai que notre profession a une grosse capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'elle est encore très fortement et très très bien placée dans le cœur des chefs d'entreprise. Et notre place est très enviée surtout. Donc quand on est numéro 1, le plus dur, c'est de le rester. Juste un petit mot, peut-être pour poursuivre. Bien sûr que tous les clients, tout métier, qu'on soit client on est toujours client de quelqu'un qui devient notre fournisseur. Si effectivement on peut avoir le champagne gratuit, on est tous d'accord. Mais il faut faire attention à... Tout en évoluant, on va commencer par dire ça, on est bien d'accord, mais il y a des professions qui n'existent plus parce qu'ils ont commencé à faire tout gratuit. Je pense aux architectes, par exemple, où on ne fait payer que quand le projet sort de terre et on finit par travailler gratuitement. Ah, ils font des beaux projets, les clients sont contents, ils ont tout gratuit, puis après, je fais plus le projet. Bon, il faut continuer à se faire reconnaître en rendant le service que les gens attendent, mais en le valorisant effectivement. Donc vous avez bien noté qu'il faudra prévoir le champagne dans vos cabinets. Enfin moi j'ai retenu, je vais acheter un frigo et quelques bouteilles. Si on parlait des collaborateurs, Philippe nous a dit tout à l'heure effectivement que certains confrères pensaient que leurs collaborateurs n'étaient pas capables d'eux. Bon, je pense que on a parfois des collaborateurs qui nous surprennent. On pense qu'ils sont pas forcément capables et à partir du moment où on leur laisse un peu de possibilités, ils s'ouvrent, les ailes se déploient et parfois on est un peu scotché. Hervé, toi qui as fait quelques mutations profondes dans ton cabinet avec une ouverture un peu différente, qu'en penses-tu? Alors, je rappelle, moi je suis à Saint-Étienne, bassin 400 000 habitants, la Loire. Donc la Loire, département de la Loire, en Rhône-Alpes. Évidemment qu'on a les clients qu'on mérite, on a les collaborateurs qu'on mérite, et il faut aussi se projeter. Il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être fier du passé dont on a hérité. Il est évident que quand on a des projets, quel que soit le projet, quel que soit le métier, le problème, c'est pas le projet. Le problème, c'est la gestion du projet, c'est la mise en œuvre du projet. C'est ça le souci numéro 1. Donc, quelle que soit l'évolution qu'on fait, c'est la façon dont on va mettre en œuvre. La mise en œuvre, c'est celle-ci qui va être compliquée. Et on ne va pas forcément la mettre tout seul. C'est un travail d'assez longue haleine. Quand je rappelais, je suis à Saint-Étienne, évidemment, on est sur les réseaux sociaux, évidemment, on est sur le développement, on investit, mais ça ne se fait pas parce qu'on a décrété ça. C'est quelque chose c'est un temps long. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours un peu investi, alors un peu dans les instances, un peu dans les clubs d'innovation, un peu dans les cercles de réflexion. Pourquoi? Pour essayer de sentir, de palper, de voir un peu comment évoluait mon truc. Et puis, j'ai plutôt une culture
conseil qu'une culture technique. Bon, mais donc ça, c'est quand même très très important. Hein. Chacun a son management, sa stratégie, ses clients en fonction de sa personnalité. Tout ça pour bien planter le décor, pour être sûr du truc. Moi, mon cabinet, c'est pas le top. J'ai mes amis, mes emmerdes, comme on dit. Hein. J'ai mes succès et mes échecs. Et il y en a. Mais moi, j'aime bien avoir plein d'échecs. Parce qu'à force, j'aurai aussi des succès. Mais il faut que je tente. Et forcément, la problématique numéro 1, c'est le frein au changement. Moi, je suis le pro. Je veux dire, quand il y a 15 ans, moi, je suis diplômé depuis 97, je me suis associé en 98. Donc, au bout d'un an, j'en avais un peu à la cuche. Voilà, il a fallu que je me réorganise. Et un de mes associés m'a dit, mais il faut que tu organises tes clients avec tes collaborateurs de façon différente. Mais j'étais le premier frein à mon changement. Et donc forcément, c'est le dirigeant qui impulse, mais s'il ne se donne pas les moyens, s'il donne pas les moyens à ses équipes de changer, c'est un vrai problématique. Tout à l'heure, j'évoquais aussi un terme dur, c'est schizophrénique pour un type ou une nana qui a fait de BTS compta, qui a fait de la compta, qui a voulu aller dans la compta, pas pour aller dans le marketing ou dans la créativité ou tout un tas de choses, lui dire, demain il va falloir que tu fasses de la compta, que ce soit juste, en plus il faut que tu vendes, il faut que tu mettes en valeur, il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu ci, il faut que tu ça. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc forcément, il faut évoluer et faire évoluer les gens. Donc c'est un gros souci. C'est un gros souci. Nous, il y a 4 ans, enfin, il y a même en 2007-2008, quand j'ai dit à mes associés, il va falloir qu'on investisse au début, on disait un secrétaire général RH dans le cabinet, on était 50 personnes, 60 personnes. Et derrière moi, j'avais l'idée on va investir dans quelqu'un qui fait de la com et du marketing, dans un cabinet de 50 personnes. Quand j'ai dit ça, c'est bon, hein, j'ai plié mes gaules et je suis revenu un an après. Donc j'ai ce profil dans le cabinet depuis 4 ans, mais pendant 2 ans, j'ai fait profil bas, au fait, dans la profession, hein, autour de Saint-Étienne. Hein. J'allais pas dire, j'avais quelqu'un, les gens nous voyaient évoluer, ils croyaient que c'était moi qui faisais ça en plus du reste. Mais forcément, c'est pas moi, parce que je sais pas faire. Mais aujourd'hui, c'est pas un poste responsable communication marketing dans un cabinet de 80 personnes avec 4 sites. C'est pas un poste, en plus c'est un poste qui coûte cher, hein, 3 000 € brut par mois, donc c'est cher. Et les collaborateurs ne comprennent pas, aujourd'hui encore. Donc moi j'ai la chance de faire partie d'un groupement qui s'appelle France Défi, j'ai la chance d'avoir des antennes un petit peu de partout, de venir ici d'ailleurs, de sentir un peu ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, de l'exprimer. C'est pas si facile que ça. Donc c'est un cercle vertueux, ça c'est clair, mais il y a le temps long, hein. Le temps est long. Après on va recruter des gens qui seront un peu plus sensibles à la relation client, probablement moins techniciens, plus en relation, et puis il faut former les gens. Et puis moi je me suis formé aussi, hein. Je suis pas un communicant natif, donc j'ai travaillé sur le sujet. J'ai d'abord travaillé sur moi avant de faire travailler les autres. Hein. Donc problématique fondamentalement RH, mais que dans toute conduite du changement et dans tout projet qu'on doit mettre en œuvre, c'est la problématique des gens, et des gens qui standards, collaborateurs, chefs de mission, l'associé. L'associé qui est dans ses dossiers, qui est machin, mes associés qui font principalement de l'audit, ils me regardent comme ça, puis finalement ils s'aperçoivent qu'ils en ont vraiment besoin aussi en audit, donc c'est peut-être eux maintenant qui sont les plus demandeurs de communication et de mise en valeur du service. C'est pas facile. C'est un vrai job. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand on me demande qu'est-ce que tu fais, certes je suis expert comptable, je suis fier de l'être, je suis un peu chef d'entreprise, un peu beaucoup même. Ce que tu nous dis, 1, 2, 2, ce que tu dis, c'est que donc l'expert comptable technicien historique est en train de disparaître au profit du manager. Alors attends, parce que ton micro refuse d'évoluer, donc je vais t'en passer un qui va rentrer dans le monde de demain. Non, la technique, ça reste la base, hein, c'est les fondamentaux. Hein. Donc évidemment, la technique, il faut l'avoir, mais il faut pas être une armée de... Si un cabinet de 50 personnes, s'il y a 50 techniciens, ça va être compliqué. Mais les techniciens vont représenter peut-être un tiers, la moitié. Hein, il y aura encore on va faire à la Pagnole, hein, il y aura un tiers de techniciens, un tiers de juristes, un tiers de conseil, un tiers de gestion interne. Hein, vous êtes d'accord? Ben voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais forcément que la technique, elle est forcément présente, c'est obligatoire. C'est une nouvelle technique par contre. Merci. Alors Rakesh, comment vois-tu donc l'avenir de ta profession en Afrique du Sud? In the past, in South Africa, auditors and clients used to be
very close. They used to have a close working relationship, and they used to see each other quite often and discuss many personal things. With all the laws and regulations being imposed in South Africa, auditors now have had to take a back step and have to be seen to be more independent and cannot be perceived to be very close with the client. Dans le passé, on avait des très bonnes relations, très proches entre les clients et les experts comptables. Les règlements ont fait qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, il y avait moins de relationnel et il fallait pas être perçu comme étant trop proche de ses clients. We have realized that this is not very feasible. I mean, the client needs to be in contact with the auditors and have a close working relationship with them. And one of the most important words which one needs to have is the relationship with the client. One needs to build on this relationship and continue to see the client as often as possible and offer them new services. And with the new services, works hand in hand with technology. We need to work together with the client to develop new technologies and assist them in implementing all of these good things such as going wireless, paperless, internet services, enabling them to run a more cost-effective and cost-efficient business. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est pas faisable. On a besoin de ce contact. Le mot le plus important aujourd'hui, c'est toujours le relationnel. Et nous essayons d'être le plus proche possible avec nos clients, de construire un bon relationnel. Aussi de proposer de nouveaux services, surtout pour tout ce qui est dans la technologie, de travailler ensemble avec nos clients pour développer ces technologies, le Wi-Fi, la dématérialisation, pour être plus efficace. So I think while it's very important to have all this technology, we must not also forget the important thing of human contact and being there for the client and helping them to grow their business with them. Oui, la technologie c'est important, mais nous ne devons pas oublier l'importance du contact humain et d'être là pour construire l'avenir ensemble. Rémi, j'aime bien votre prénom. Vous qui êtes déjà dans le monde de demain, oui. Comment vous voyez notre métier après-demain? Après-demain, alors, parce que vous avez déjà beaucoup parlé de demain, et en fait d'un demain qui, à mon sens, est déjà aujourd'hui, voire hier. Donc quand on parle de demain ou d'après-demain, il faut voir aussi de quoi on parle. Aux États-Unis, un tiers des gens ont connecté les applications d'analyse comptable à leur compte en banque. C'est Mint aux États-Unis ou Linkso en France. Et aujourd'hui, 1 million de personnes en France utilisent Linkso. Ils ont donc leurs écritures comptables qui sont générées automatiquement. Voilà. Ça, c'est déjà l'aujourd'hui. Donc, demain, effectivement, c'est mettre en place des choses qu'on ne voit pas ici sur un territoire réunionnais, qu'on ne voit pas forcément en France aussi, parce que la France est aussi un pays qui est très résistant au changement. Il y avait récemment une étude européenne qui disait que les Français étaient les travailleurs français étaient les mieux formés aux nouvelles technologies de l'information en Europe. 85%. Et que les entreprises françaises étaient les moins développées en nouvelles technologies en Europe, à 15%. Voilà. Et c'est ce delta en fait qui est très mauvais, qui est la résistance au changement. Vous parliez de l'ensemble de la chaîne, qui fait que si votre client n'a pas une gestion de stock propre, de toute façon, vous n'interconnecterez aucune information. Donc il faut que toute la chaîne aussi soit bonne, du client jusqu'à vous qu'elle est traitée. Quand on parle de demain ou d'après-demain aussi, moi je ne vais pas vous parler d'invention de voitures qui volent, parce que ça fait 15 ans que je fais de la prospective et finalement on voit des choses qui évoluent. Les tablettes existaient avant l'an 2000, c'était juste horriblement cher. Les réseaux sociaux existaient avant l'an 2000, mais personne n'était connecté aux réseaux sociaux. Donc c'est plutôt des évolutions et des prises en main au fur et à mesure par le grand public, des choses qui deviennent mainstream, on va dire, grand public. Donc le cabinet d'après-demain, je pense qu'il va suivre les grandes tendances qui sont déjà en place aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. La dématérialisation, pas de soi. Pour moi, c'est plutôt le terme matérialisation qui est une aberration aujourd'hui, puisqu'en fait, toutes les informations sont déjà dématérialisées par nature. Elles sont déjà numérisées. C'est juste qu'on n'est pas capable de les relier entre elles. Tout ce qu'il faut faire.
Il y a cette logique de contrainte aussi qui est en train d'exploser aujourd'hui. On est dans un pays, la France, qui est un pays très administratif, très structuré. On a besoin aussi de voir ce qui se fait ailleurs. La gouvernance, e-gouvernance dans certains pays d'Europe de l'Est, où l'ensemble de l'État est géré par les gens eux-mêmes sur un portail open source. Vous faites toutes vos demandes de formulaire, tout est rationalisé et les gens votent eux-mêmes pour les lois à la fin de la semaine. Donc, ce sont des choses qui sont déjà en place et il faut qu'on sorte aussi de notre carcan pour essayer d'imaginer que peut-être un jour la France ne sera pas le dernier résistant à ce changement. Ensuite, dans les autres évolutions prospectives, il y a donc cette interconnexion de l'information qui fait que tout le travail de traitement de l'information basique, brutale, n'a plus lieu d'être, mais que je pense que l'analyse, l'intelligence artificielle, pour le coup, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, moi, réellement, à titre personnel, pour les 20 prochaines années. Je pense que votre rôle de conseil et d'analyse, votre expertise métier, sera toujours là. Elle sera toujours là dans tous les métiers. C'est aussi valable pour un artisan, pour sa maîtrise du bois ou de la peinture, que pour vous qui connaissez, qui avez des retours d'expérience, des retours d'erreurs, des retours d'entreprises qui ont déjà été dans cette situation et qui ont fait ce choix, celui-là, que vous, du coup, vous devenez un conseiller de l'entreprise par votre expérience. Donc, comme beaucoup de métiers qui demain sont amenés à disparaître, tous ces métiers de traitement de l'information qui ont lieu d'être, les métiers de fabrication, puisque on a des imprimantes 3D et des robots humanoïdes qui manipulent ces imprimantes 3D, ces métiers vont progressivement disparaître. Et toujours le métier de conseil, d'accompagnement et d'apport de la valeur ajoutée, à mon sens, restera quelque chose qui doit être propre aux consultants et à la personnalité de vos employés. Quelque chose qui ne changera pas. Fondamentalement, je pense que, du coup, la vision d'une entreprise aussi dans 20 ans est quelque chose de différent. On a aussi des visions d'entreprise, aussi également en France, très pyramidales, très structurées. Pour nous, une entreprise, elle est soit capitaliste, soit socialiste d'État, administrative, on va dire. Or, aujourd'hui, 15% des emplois en France sont occupés par l'économie collaborative, dans des structures associatives, coopératives, partagées, qui nous apprennent aussi que le management n'est plus forcément quelque chose de vertical. On peut fonctionner en pôle de compétences dans une entreprise, pôles de compétences qui sont autogérés par les membres à l'intérieur, qui prennent des décisions ensemble. Pas du collectivisme, c'est juste du bon sens en fait. Juste du bon sens parce qu'effectivement, une personne en haut de la pyramide ne peut pas tout gérer. On peut déléguer dans une structure hiérarchique, c'est créer des freins, c'est créer des contraintes. Vous utilisez le mot de contrainte. Et finalement, je pense que le monde dans 20 ans, dans 30 ans, de toute façon, pour pouvoir rester compétitif, et on est toujours un des piliers plus compétitifs au monde, le monde doit sortir de ces contraintes. On se crée des contraintes qui n'ont pas lieu d'être. Scanner des documents qu'on vous a envoyés de façon numérique, pour ensuite les scanner, pour ensuite les mettre dans un dossier, c'est une contrainte qu'on se crée. Donc c'est ces contraintes qui disparaissent au fur et à mesure, et on va vers un monde certainement beaucoup plus souple, avec une information personnalisée, en temps réel, accessible. Il y a plein de problématiques de sécurité, de vie privée, qui vont se poser, qui se posent déjà aujourd'hui. Mais dans 20 ans, quand vous regarderez un écran, je pense que la publicité que vous verrez, elle sera pour vous. Il n'y aura plus d'images fixes. Il n'y aura plus que des publicités, des informations qui seront personnalisées pour la personne qui est en train de regarder l'écran. Dans un monde comme celui-là, il n'y a plus personne qui contrôle l'information qu'on vous donne. Si on contrôle l'information qu'on vous donne, mais elle est personnalisée, elle est en temps réel. Toute l'information, elle est déjà là aujourd'hui. Merci pour cette prospective. On va passer maintenant aux questions. On a une petite dizaine de minutes pour échanger si vous avez des questions dans la salle. Bonjour à tous, Jean-Philippe Burgère, je suis président du Cercle des experts patrimoniaux de La Réunion. Donc ça m'intéressait de venir voir un peu ce qui se passe chez les experts comptables, puisque nous avons mis depuis 2 ans maintenant des outils avec les experts comptables en local pour voir un petit peu comment ça se passait, notamment par rapport au film qui s'est déroulé tout à l'heure. On voyait pleinement le besoin de conseil, en effet, qui ressort de vos clients. Petite question à Monsieur Granet d'ailleurs. En métropole, on voit de plus en plus des pôles de compétences qui mélangent cabinet d'expertise comptable, avocats, notaires, experts patrimoniaux. Comment voyez-vous ce développement actuellement ? Super bien, c'est une très bonne nouvelle de ce que j'ai entendu la semaine dernière de Macron, qu'on va enfin
mettre de côté les SPF, les LP, machin chose là où j'ai jamais rien compris, voilà, et de créer des structures juridiques dans lesquelles il y aura une vraie gouvernance et une vraie réalité, parce que quand on met des gens dans les mêmes immeubles, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà des bons efforts, il y a des synergies qui se font, mais quand ils sont dans la même structure et qu'il y a le même projet économique, ça parle beaucoup mieux et ça fédère beaucoup mieux. On parlait de travail en compétences. Rémi, quand il a présenté mon cabinet, je lui ai dit, on est organisé en pôle de compétences, un pôle tenue, un pôle gestion, un pôle audit, un pôle social, un pôle juridique, un pôle interne. Et donc forcément, la problématique que j'ai, c'est de faire communiquer ces gens, parce que le client, il n'a plus un interlocuteur, qui est le collaborateur qui sait tout faire, enfin soi-disant il sait tout faire, hein. Moyennement d'ailleurs, hein. Et de faire par contre travailler des compétences en réseau. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc ça existe. Moi je suis super content que un jour on puisse avoir au capital, d'ailleurs j'ai une charte d'associés et on est en train de faire modifier l'exclusivité d'être associé chez Axence, c'est-à-dire on souhaitait des associés qu'experts comptables et commissaires aux comptes. On a pour l'instant pas de projet d'association de quelqu'un qui ne serait pas expert comptable ou pas commissaire aux comptes, mais la charte sera prête. On la modifiera pas pour l'arrivée de quelqu'un, elle sera prête. Donc ça veut dire que les associés sont d'accord et que les collaborateurs aussi. Ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils sont informés. C'est ça qui est important. Donc oui, je vois ça d'un très très bon œil. Il y avait le building tout à l'heure qui évoquait, alors le terme était fort, un conglomérat d'experts, mais forcément une communauté d'experts. Oui, ça c'est sûr. Merci. Alors moi j'ai une question pour les experts comptables commissaires aux comptes. Est-ce que vous pensez que le cabinet du futur est forcément un cabinet qui doit avoir une taille critique ? Parce qu'on parle de pôle de compétences, on parle de coûts de communication, on parle d'investissement. Un expert comptable commissaire aux comptes qui exerce de manière indépendante avec 4, 5 collaborateurs. Est-ce que ce mode d'exercice a de l'avenir ? Oui. Ou est-ce que vous pensez que il faut appartenir à un cabinet ou atteindre une taille critique ? Alors, je rassure, je pense que on est 18 000 confrères, il y a 18 000 façons de pratiquer les choses, et il y a 18 000 façons, au moins 18 000, si ce n'est plus, façons de développer son propre business. Donc évidemment, la taille et la structure du cabinet n'est absolument pas un frein à l'exercice professionnel, mais à l'exercice de sa profession. C'est ça le problème, c'est qu'il faut être visible et lisible. Si je suis tout seul avec 2 collaborateurs ou 2 associés et que je suis spécialisé dans la conso des filiales asiatiques, je suis le seul sachant du truc, donc on vient me voir parce que je suis bon. Je vous ai dit que je faisais partie d'un groupement qui s'appelle France Défi. On a réuni l'autre jour 200 collaborateurs des 6 cabinets France Défi de la région de Lyon et de Saint-Étienne. Le plus gros cabinet, c'est nous, on est 85. Il y a un tout petit cabinet de 2 personnes. Isabelle Lost, son cabinet s'appelle Finexi. Elle est spécialisée dans la validation de l'information pour le développement durable. Tout ce qui est la validation du niveau de carbone. Donc, elle travaille avec Danone. Elles sont 2. Elle travaille avec le conseil régional d'Auvergne. Elles sont 2. Elle fait 300 000 € de chiffre d'affaires à 2. Elle est beaucoup plus performante que moi. Si je parle intrinsèquement, économiquement, son chiffre d'affaires divisé par le nombre de personnes est significativement plus fort que la moyenne française. C'est-à-dire que si on est invisible au milieu de tout le monde, pourquoi on viendrait chercher quelqu'un plutôt qu'un autre ? Non, il faut simplement adapter son job à sa taille. Donc, à mon avis, il y a de la place pour tous. On va prendre une dernière question, s'il y a encore une dernière question. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une remarque dite pays. Ici, j'ai coutume de dire que c'est la règle du 10-10. C'est 10 fois plus lent, 10 fois plus cher. Je parle des communications, Internet, etc. Voilà. Donc, quand on veut faire du cloud et compagnie, c'est quand même nettement plus compliqué. Faire travailler nos collaborateurs chez le client, parce que pour avoir le contact client, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'était quoi ? Alors sur les coûts, je vais être très clair. À la Réunion, avec les exonérations fiscales que vous connaissez bien, on est moins cher qu'à Maurice en offshore. Donc nous aujourd'hui,
Je parle de communication et de développement, de stratégie marketing, de développement informatique. Donc on est moins... Pardon. Ah oui. L'accès, ok. Ok. Ah oui, tout à fait. Là, vous pourrez... C'est un vaste sujet. Mais le marché des prestataires aujourd'hui est effectivement plutôt 10 fois moins cher qu'en métropole à La Réunion. C'est justement une opportunité pour les entreprises réunionnaises d'en profiter. Et pour nous d'aller conquérir le marché métropolitain. Il y a les représentants de la région, je crois, qui sont là. Tu pourras leur en toucher 2 mots. Je ne sais pas si on a le 10-10, mais la Loire est un département proche de la Haute-Loire. Et dans des contrées un peu reculées, c'est compliqué également. Hein. Donc, plus on est proche des grandes villes ou des nœuds numériques, ou des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des boucles. Si on a la fibre, c'est génial. Si on a le truc en cuivre, c'est encore mieux. C'est évident. C'est évident, on fait avec les outils qu'on a. Mais on parle de demain, donc... Eh bien écoutez, moi je vous propose d'applaudir nos différents intervenants. Félicitations. Et vous pourrez poursuivre les débats avec toutes ces personnes-là qui seront donc bien entendu à table avec nous. Donc n'hésitez pas. Merci, bonne journée.